dans la cuisine opulente d'une vaste propriété provençale, un père millionnaire tombe sur sa fille de 7 ans, accroupie sur le sol, serrant des poignées de nourriture pour chien qu'elle porte à sa bouche avec une faim qui déchire l'âme. La petite fille, d'une maigreur alarmante pour son âge, se contracte en l'apercevant. Ne dis rien à tata Sandrine, papa, je t'en supplie. Elle m'a interdit de manger en dehors des repas, mais j'ai tellement faim. Ce qu'il va découvrir sur la manière dont sa belle-mère s'occupe d'elle va le anéantir. Avant que nous ne commencions le récit qui a transformé à jamais la vie de cette famille, indiquez d'où vous nous suivez et soutenez la vidéo. Le bruit feutré des pneus de la BMW électrique glissant sur les dalles de pierre du garage se propagea dans l'immense demeure de 3000 mètres carrés. Nicolas Dubois s'extirpa de la voiture, son smartphone rivé à son oreille, gesticulant avec énergie alors qu'il finalisait l'acquisition d'une jeune pousse spécialisée en intelligence artificielle. Non, Stéphane, il me faut ce contrat sur mon bureau d'ici jeudi. Je ne tolérerai aucun retard. Sa voix puissante rebondissait dans les couloirs déserts pendant qu'il se dirigeait vers son bureau, le claquement de ses chaussures sur le marbre de Carrare importé marquant son passage. La lumière ambrée du crépuscule filtrait par les gigantesques fenêtres, dessinant des formes géométriques sur les murs d'un blanc pur. Des œuvres d'artistes français contemporains habillaient les murs, sélectionnés plus pour leur cote sur le marché de l'art que pour leur attrait esthétique. Nicolas s'immobilisa devant la porte de son bureau, réajustant le nœud de sa cravate Hermès bleu marine. Sandrine, lança-t-il, s'attendant à la réponse chantante de son épouse. Le silence qui lui parvint était plus lourd qu'à l'accoutumée, empreint d'une tension qu'il ne parvenait pas à définir. Il se rendit alors à la cuisine gastronomique, où Sandrine aimait se mettre en scène, préparant des plats élaborés pour ses réseaux sociaux. L'espace, avec son équipement en acier brossé et son îlot central en quartz noir, baignait dans une semi-obscurité. C'est à cet instant qu'il perçut un son discret, quasi inaudible, provenant du coin près du cellier. Un grignotement timide, mêlé à de légers reniflements. « Sandrine, c'est toi » interrogea-t-il à nouveau, s'avançant vers la source du bruit. La scène qui s'offrit à ses yeux lui figea le sang dans les veines. Recroquevillé sur le sol froid, à côté de l'écuelle d'eau de Max, leur golden retriever, se tenait Manon, sa fille de 7 ans. L'enfant, bien trop frêle pour son âge, tenait dans ses petites paumes une quantité de croquettes pour chien, qu'elle portait à sa bouche avec une avidité désespérée qui fendit le cœur de son père. Ses vêtements, d'ordinaire si soignés, flottaient sur son petit corps amaigri. Ses cheveux châtains clairs étaient ébouriffés, et ses grands yeux sombres semblaient creuser dans son visage blême. « Manon, mon Dieu, ma puce, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» La voix de Nicolas s'éleva plus qu'il ne l'aurait souhaité, faisant tressaillir la petite fille comme un animal pris au piège. Elle dissimula vivement ses mains derrière son dos, laissant tomber les granulés sur le sol. « Ne le dis pas à tata Sandrine, papa, s'il te plaît, supplia-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle a dit que je n'ai pas le droit de manger quand ce n'est pas l'heure, mais j'ai une faim de loup. J'ai mal au ventre. » Nicolas s'agenouilla près d'elle, son costume italien se plissant contre la pierre glaciale. L'odeur des croquettes se mêlait à une senteur indéfinissable de moisissure et de chagrin qui semblait avoir envahi ce recoin de la cuisine. « Ma puce, depuis combien de temps tu n'as pas mangé ?» Sa voix était instable alors qu'il ouvrait les bras, mais Manon eut un mouvement de recul instinctif, comme si elle s'attendait à être grondée. « Depuis hier matin, papa. Tata Sandrine a dit que les filles qui désobéissent sont privées de dîner et de petit déjeuner. » Désobéissante ? En quoi ? Nicolas sentait une colère sourde gronder en lui, brûlante et incontrôlable. Manon baissa le regard, triturant l'ourlet de sa robe jaune passée. « J'ai fait tomber de l'eau sur le tapis du salon en allant boire. C'était un accident, papa, je te le jure. » Mais elle s'est fâchée très fort et a dit que j'étais aussi empotée que ma mère. L'évocation de sa défunte femme, Chloé, fit crisper les mains de Nicolas. Chloé était décédée dans un accident de la route alors que Manon n'avait que 3 ans, et Sandrine avait depuis pris la place de belle-mère. Le cliquetis de talons sur le marbre annonça l'arrivée de Sandrine. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, silhouette élégante dans un tailleur Chanel rose pastel, sa chevelure blonde impeccablement bruchée en ondulations douces encadrant son visage d'ange. Son sourire s'effaça lorsqu'elle aperçut Nicolas à genoux près de Manon. « Chérie, tu es rentrée plus tôt que prévu, je ne t'ai pas entendu. » Sa voix avait cette intonation sucrée qu'elle adoptait pour paraître aimante, mais Nicolas perçut le durcissement de ses prunelles bleues lorsqu'elles se posèrent sur sa fille. Sandrine, Manon mangeait des croquettes de chien. De chien. La voix de Nicolas s'envola, résonnant dans la vaste cuisine.
Sandrine laissa échapper un rire. Un son cristallin qui jura avec la situation. Oh, mon amour, les enfants sont si espiègles. Je suis persuadé qu'elle s'amusait, n'est-ce pas, Manon? Le diminutif sonnait faux dans sa bouche, et Manon se tassa un peu plus, s'agrippant à son père. S'amuser? Elle dit qu'elle a faim depuis hier. Nicolas se redressa, sa grande taille dominant celle de son épouse. Sandrine conserva son sourire, mais ses traits se crispèrent. Voyons, chérie, tu sais à quel point Manon peut être théâtrale. Hier, elle a mangé comme 4, n'est-ce pas, mon ange? Elle s'adressa à la petite d'un ton qui se voulait mielleux, mais qui contenait une menace voilée qui fit frissonner Manon. Oui, tata Sandrine, balbutia l'enfant, fuyant le regard de son père. Nicolas assista à cet échange, un sentiment de malaise profond s'insinuant en lui. Quelque chose était terriblement faux. Manon, viens. On va te préparer un encas. Il tendit la main à sa fille, qui lança un regard furtif à Sandrine avant de la prendre. Les petites mains de Manon étaient glacées et tremblantes, et Nicolas constata qu'elle boitillait imperceptiblement. Tu t'es blessée au pied, ma puce? J'ai raté une marche dans l'escalier hier soir en allant boire, répondit-elle d'une voix faible. Dans le réfrigérateur américain débordant de produits biologiques locaux, Nicolas chercha un aliment simple pour Manon. Yaourt nature, fromage fermier, fruits de saison, mais rien ne semblait convenir à une enfant affamée. Sandrine les observait depuis le plan de travail, ses ongles parfaits tapotant le quartz. Nicolas, ne dramatisons pas, Manon a très bien mangé hier. Alors pourquoi dévorait-elle des croquettes? La question fut plus acérée qu'il ne l'avait prévu. Les enfants ont leur fantaisie, mon cher. Tu devrais être au courant. Sandrine se rapprocha, posant une main possessive sur le bras de son mari. Son parfum de luxe, une composition de jasmin et de vanille, ne parvenait pas à dissimuler entièrement une sorte de froideur que Nicolas n'avait jamais sentie auparavant. Nous devrions peut-être en discuter plus tard, entre nous. Ces paroles sonnaient comme une mise en garde, et Manon se blottit davantage contre son père, comme pour y trouver un refuge. Nicolas avisa une pomme vermeille dans le compotier et se mit à la peler en fines lamelles. Manon suivait chacun de ses gestes avec une attention si affamée qu'il en ressentit une violente culpabilité. À quel moment était-il devenu si étranger à sa propre fille? Quelle était la dernière fois où il l'avait vraiment observée, où il s'était assuré qu'elle était bien nourrie, heureuse, en sécurité? Voilà, ma princesse, dit-il en lui tendant une tranche. Manon la saisit à deux mains et se mit à la manger avec lenteur, dégustant chaque bouchée comme s'il s'agissait du mets le plus exquis au monde. Nicolas, tu la couves trop, intervint Sandrine, sa voix ayant perdu sa douceur affectée. Si nous cédons à la moindre de ces comédies, elle deviendra incontrôlable. Elle arpentait la cuisine avec cette grâce féline qu'il avait tant admirée, déplaçant des objets déjà parfaitement à leur place. L'éducation exige de la discipline, et la discipline, c'est parfois savoir dire non, même si c'est difficile. Ces paroles semblaient une récitation, débitée avec l'assurance de celle qui les a maintes fois répétées. Manon finit sa pomme en silence, se léchant les doigts pour ne perdre aucune miette de sucre. Nicolas vit qu'elle jetait des regards constants vers Sandrine, comme si elle redoutait une réprimande. « Papa, est-ce que je peux monter dans ma chambre ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Cette question déchira le cœur de Nicolas. Depuis quand sa fille devait-elle demander la permission pour être chez elle? Bien sûr, ma puce, mais avant, que dirais-tu d'un bon bain et de choisir une nouvelle tenue? Nicolas voulait prolonger ce moment avec Manon, comprendre la situation. Sandrine s'interposa vivement. Chérie, tu rentres tout juste du bureau, tu dois être exténuée. Laisse-moi m'occuper de Manon. Va donc te relaxer un peu dans ton bureau. Sa proposition ressemblait à un ordre à peine voilé. Et Nicolas sentit Manon se raidir à ces mots. Non, je désire m'occuper de ma fille. La fermeté de son propre ton le surprit. Sandrine sia, son sourire se figeant une fraction de seconde avant de se reformer. Évidemment, mon amour. C'est merveilleux de te voir t'investir autant dans son éducation. Une note de sarcasme perçait dans ces mots, que Nicolas décida d'ignorer pour l'instant. En gravissant l'escalier de marbre avec Manon, Nicolas la vit s'agripper à la rampe, ses petits pas hésitants résonnant dans le vaste hall. Les portraits de famille sur les murs semblaient les dévisager. Des photographies professionnelles où tous arboraient des sourires parfaits, mais qui lui paraissaient désormais factices et glaciaux. Sur l'une d'elles, prise au dernier Noël,
Manon posait à côté de Sandrine. Nicolas remarquait seulement maintenant que le sourire de sa fille n'illuminait pas ses yeux, que ses mains semblaient crispées sur le somptueux cadeau qu'elle avait reçu. La chambre de Manon était au fond du couloir, à l'écart des autres pièces. Lorsque Nicolas poussa la porte, une sensation de froideur le saisit, en contraste total avec le reste de la demeure. La pièce était rangée avec une rigueur quasi militaire, le lit tiré au cordeau, les jouets alignés avec une précision géométrique, les vêtements pliés en piles impeccables. Nulle trace du joyeux désordre typique d'une chambre d'enfant, pas un dessin au mur, pas une poupée abandonnée sur le sol. Où sont passés tes dessins, Manon? Tu aimais tant dessiner, je m'en souviens. Nicolas s'accroupit pour être à sa hauteur, notant son regard inquiet vers la porte. Tata Sandrine dit que les dessins sur les murs, c'est sale. Elle les a tous mis dans une boîte. Manon désigna le haut de l'armoire, où une banale boîte en carton détonnait avec le mobilier luxueux. Je peux regarder? Elle hésita, se mordillant la lèvre. Elle n'aime pas qu'on dérange ses affaires. Nicolas attrapa une chaise et saisit la boîte, qui pesait lourd. En l'ouvrant, il y découvrit des dizaines de dessins au crayon gras, tous chiffonnés, certains même déchirés. Il représentait une famille heureuse, un grand homme en costume, une petite fille en robe de couleur, et, fait frappant, une femme blonde, toujours esquissée avec un rictus en guise de sourire. Sur plusieurs dessins, cette figure féminine était à l'écart des deux autres, comme si Manon avait instinctivement perçu une dissonance. Un dessin en particulier capta son attention. Manon s'y était représentée seule dans une pièce sombre, des larmes bleues striant son visage. Dans un coin, elle avait griffonné d'une écriture mal assurée, « Je voudrais que maman soit là ». Nicolas sentit sa gorge se serrer, prenant conscience pour la première fois de l'abîme de solitude dans lequel il avait plongé sa fille, la laissant aux mains d'une étrangère se faisant passer pour une mère aimante. « Manon, ça te dirait d'accrocher quelques-uns de ces dessins au mur » proposa-t-il, sélectionnant les plus vifs et joyeux. Les yeux de la petite fille s'éclairèrent, pour la première fois depuis qu'il était rentré. Mais son regard se porta aussitôt vers la porte. Tata Sandrine va être furieuse, murmura-t-elle en tripotant sa robe. Elle dit que les filles sages ont une chambre bien rangée et que les dessins au mur, c'est pour les filles bordéliques. Eh bien, dans ce cas, soyons bordéliques tous les deux, déclara Nicolas en fixant le premier dessin au mur, près du lit. C'était un soleil jaune éclatant avec un immense sourire, une touche de chaleur dont la pièce avait désespérément besoin. Manon eut un petit rire, un son qu'il n'avait pas entendu depuis une éternité. « Papa, tu ne vas pas avoir d'ennui? Ne t'en fais pas pour moi, ma princesse. C'est ta chambre, et tu as le droit de la décorer comme tu l'entends. » Tandis qu'ils accrochaient les dessins, Nicolas vit Manon se détendre peu à peu, lui racontant l'histoire de chaque personnage qu'elle avait imaginé. Il y avait un dessin d'elle au parc, un autre d'un pique-nique imaginaire, et de nombreux portraits du Golden Retriever Max. « Pourquoi est-ce que tu dessines si souvent Max ?» Sans qui il. Manon se tut un instant. « C'est mon copain. Quand je suis triste, il vient dans ma chambre avec moi. Tata Sandrine n'est pas d'accord, mais il monte sans faire de bruit la nuit. » L'évocation du chien lui rappela l'image insoutenable de Manon mangeant ses croquettes. « Ma puce, peux-tu me dire la vérité à propos de la nourriture? Papa te promet de ne pas se fâcher. » Manon le fixa de ses grands yeux sincères, comme pour s'assurer qu'elle pouvait lui faire confiance. « Des fois, Tata Sandrine oublie de me donner à dîner quand tu n'es pas là. Elle est trop occupée avec ses copines ou son téléphone. Alors j'ai faim, mais elle m'a défendu de toucher au frigo toute seule parce que je pourrais casser quelque chose qui coûte cher. Et hier? Raconte-moi ce qui s'est passé hier. » L'estomac de Nicolas se contractait à chaque parole de sa fille. « J'ai renversé de l'eau sur le tapis du salon. C'était pas exprès, papa, je te jure sur la tête de maman, mais elle a crié très fort et elle a dit que j'étais une fille stupide et empotée. Et puis elle a dit que les filles empotées ne méritent pas de dîner ni de petit déjeuner, pour apprendre à être plus soigneuses. » Manon relatait ces faits avec un détachement qui terrifiait Nicolas, comme s'il était normal d'être puni par la faim pour un simple accident. Des pas dans le couloir firent taire Manon instantanément, son petit corps se raidissant comme celui d'un animal aux aguets. Sandrine apparut sur le seuil, son sourire parfait de nouveau en place. « Comme vous vous amusez. C'est adorable. Vous avez affiché les petits dessins de Manon au mur. » Sa voix était mielleuse, mais Nicolas sentit son regard d'acier balayer la pièce, enregistrant chaque modification. « Manon, mon trésor, si on allait dîner? J'ai préparé ton plat favori.
Et quel est le plat favori de Manon, la défia Nicolas. Sandrine marqua une hésitation, une fraction de seconde de trop, qui confirma à Nicolas qu'elle l'ignorait. Allons, tu sais bien que les enfants changent tout le temps d'avis. Ce soir, j'ai fait un délicieux bœuf bourguignon. Nicolas savait que Manon avait horreur des plats en sauce, un détail qu'il avait pourtant précisé à Sandrine à plusieurs reprises depuis leur mariage. Sandrine, Manon n'aime pas le bœuf bourguignon. Jamais. Le sourire de Sandrine se figea. Oh, bien sûr, quel étourdi je fais. C'est la fatigue de la journée. Dans ce cas, nous allons lui préparer un simple sandwich jambon-fromage. Elle s'avança vers Manon les bras ouverts, mais la fillette se réfugia instinctivement contre son père. Viens, mon amour. Laissons papa se reposer un peu. Il y avait dans sa voix une fermeté qui démentait la douceur de ses mots. Et Nicolas sentit Manon se tendre. En réalité, j'aimerais dîner avec Manon ce soir. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas passé un moment ensemble. Nicolas se leva, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Sandrine esquissa un autre sourire forcé. Merveilleux, une soirée en famille. Je vais nous préparer quelque chose de spécial. Elle quitta la chambre d'un pas vif, et Nicolas entendit ses talons claquer sur l'escalier plus sèchement que d'ordinaire. Manon attendit d'être certaine que Sandrine était en bas pour tirer sur la manche de son père. « Papa » chuchota-t-elle. « Tu t'en vas encore demain ?» Cette simple question était si chargée de peur et de sentiment d'abandon que Nicolas eut l'impression d'encaisser un coup en plein plexus. « Pourquoi me demandes-tu ça, ma puce ? Parce que quand tu es là, elle est plus gentille avec moi. Mais quand tu pars en voyage, elle change. » Elle change comment ? Nicolas s'agenouilla à nouveau, prenant entre les siennes les petites mains glacées de sa fille. Manon jeta un nouveau coup d'œil à la porte avant de répondre. Elle oublie de me nourrir et elle se fâche si je demande. Des fois, elle m'enferme à clé dans ma chambre la nuit, et je ne peux même pas sortir pour aller aux toilettes. Et quand je pleure, elle dit que les filles qui pleurent n'auront pas de petit déjeuner le lendemain. Chaque mot était une lame dans le cœur de Nicolas, qui commençait à mesurer l'étendue de son aveuglement. Manon, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Elle haussa ses épaules chétives. Elle m'a dit que si je te racontais des mensonges sur elle, tu serais très en colère contre moi et que tu me mettrais dans une pension. Elle a dit que les papas n'aiment pas les filles qui se plaignent. La manipulation était si perverse et si bien orchestrée que Nicolas dut puiser au fond de lui pour ne pas aller immédiatement confronter Sandrine. Au lieu de ça, il serra Manon dans ses bras, sentant sa fragilité et sa petitesse. « Écoute-moi attentivement, ma princesse. Jamais, au grand jamais, je ne t'enverrai loin d'ici. Tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Tu comprends ? » Il sentit les larmes de sa fille imbiber sa chemise. « Et si quelqu'un te fait du mal, je dois le savoir. Ce n'est pas se plaindre, c'est se protéger. Papa est là pour te protéger, pour toujours. Je suis là, murmura-t-il, répétant ces mots comme un serment. Manon se pressa contre lui. Et pour la première fois depuis des années, Nicolas eut le sentiment d'être véritablement un père. Je suis là, et plus jamais je ne laisserai quiconque te faire du mal. Le dîner fut une scène irréelle. Sandrine avait dressé une table impeccable dans la grande salle à manger, avec nappe en lin, verre en cristal de baccarat et argenterie. Manon, au bout de la table, semblait minuscule sur sa chaise trop grande. Sandrine lui avait servi un sandwich jambon-fromage, mais Nicolas constata que les tranches étaient d'une finesse ridicule et le pain rassis, comme préparé à contre-cœur. Durant le repas, Sandrine mena la conversation, évoquant un gala de charité qu'elle organisait pour des enfants défavorisés, sa dernière acquisition artistique, et ses projets de réaménagement du jardin. Sa voix chantante emplissait le vide, mais Nicolas ne quittait pas Manon des yeux, qui mangeait lentement, en silence, comme de peur de se faire remarquer. Manon, parle à papa de ton école. Comment s'est passée ta journée, tenta-t-il pour l'inclure. Sandrine répondit à sa place. Oh, une journée formidable. Madame Catherine Bernard ne tarit pas d'éloges sur sa bonne conduite. Mais Nicolas vit Manon baisser la tête et piquer la nourriture dans son assiette. Manon, tu peux me raconter toi-même, insista-t-il avec douceur. La petite jeta un regard à Sandrine avant de répondre. C'était bien, papa. J'ai dessiné un arbre en art plastique. Sa voix était un souffle, et Nicolas dut se pencher pour l'entendre. Quelle sorte d'arbre ? Un arbre triste, répondit-elle,
provoquant un rire nerveux chez Sandrine. Quelle imagination, cet enfant! Un arbre triste. C'est impayable. Mais la réponse de sa fille ne fit pas rire Nicolas du tout. Après le dîner, Sandrine suggéra que Manon aille prendre son bain et se mette au lit. La routine est essentielle, n'est-ce pas, chérie? Elle déposa un baiser sur le front de Nicolas, son parfum de luxe l'enveloppant à nouveau. Je vais aider notre princesse avec son bain, et ensuite, la nuit nous appartiendra. Il y avait dans ces mots une promesse qui l'aurait jadis séduit, mais qui aujourd'hui lui donnait la nausée. En fait, je voudrais donner le bain à Manon ce soir. Cela fait une éternité. Sandrine parut réellement étonnée. Chérie, ne te préoccupe pas de ces corvées. Je sais combien tu es fatiguée en rentrant du bureau. Mais Nicolas était déjà debout, tendant la main à Manon. Viens, ma princesse. Allons choisir un pyjama bien douillet. Dans la somptueuse salle de bain attenante à la chambre de Manon, Nicolas fit couler un bain tiède dans la baignoire en marbre, y ajouta de la mousse parfumée et quelques canards en plastique trouvés au fond d'un placard. Manon observait, les yeux ronds, comme si c'était la première fois que tout ce luxe lui était destiné. « Je peux mettre de la mousse, papa ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, ma puce, tout est à toi. » Lorsque Manon retira sa robe, Nicolas dut maîtriser un haut le cœur. La fillette était bien plus maigre qu'il ne le pensait, ses côtes saillant sous sa peau diaphane. De petites ecchymoses parsemaient ses bras et ses jambes, des marques qui auraient pu passer pour des bobos d'enfants, mais qui prenaient désormais un sens bien plus sinistre. « Manon, comment t'as-tu fait ça ?» demanda-t-il en désignant une marque violacée sur son bras. « J'ai trébuché dans l'escalier hier, tu te souviens ? En descendant pour boire. » Mais le bleu se situait en haut du bras, un endroit peu probable pour une chute. Nicolas préféra ne pas insister, mais il mémorisa chaque détail. Manon entra dans le bain avec prudence, comme peu habituée à ces moments de détente. Elle joua quelques minutes avec la mousse, un faible sourire aux lèvres. « Papa, je peux te poser une question ?» Manon fixait la mousse en parlant. « Tout ce que tu veux, ma puce. Pourquoi tu as épousé Tata Sandrine ?» La question était innocente, mais si lourde de sens que Nicolas interrompit son geste, la main en suspens au-dessus des cheveux de sa fille. Comment expliquer à une enfant de 7 ans la solitude, l'arrangement, l'illusion? Je croyais que ce serait bien pour nous d'avoir quelqu'un pour s'occuper de la maison et nous tenir compagnie, répondit-il avec soin. Manon hocha la tête, comme si l'explication lui suffisait. Mais elle ne s'occupe pas très bien de moi, hein, papa? Pas comme maman. Les mots furent prononcés sans amertume, comme le simple constat d'une enfant qui a appris à vivre avec une réalité faussée. Comment te souviens-tu de maman, Manon? Tu étais si petite quand elle est partie. Nicolas reprit son geste, le mouvement répétitif l'aidant à rester calme. Je me souviens de son parfum. Elle sentait le gâteau au chocolat et les fleurs. Et elle me chantait des chansons pour m'endormir. Parfois, je fais comme si je l'entendais encore chanter. La mélancolie dans la voix de Manon déchira le cœur de Nicolas, qui réalisa à quel point il avait failli à préserver le souvenir de Chloé. Après le bain, alors que Manon enfilait son pyjama rose à motif de licorne, Nicolas constata qu'il flottait sur son petit corps. « Ce pyjama date de l'an dernier ?» demanda-t-il. Manon opina. « Tata Sandrine a dit que je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements car je n'ai pas encore assez grandi. Elle dit que les filles grandissent quand elles mangent bien. Alors, peut-être que je ne mange pas assez bien. » La logique cruelle de cette manipulation enflamma Nicolas de colère, mais il se contint pour ne pas effrayer Manon. « Demain, on ira t'acheter de nouvelles tenues, d'accord ?» Ses yeux s'agrandirent. « Pour de vrai ? Je pourrai choisir les couleurs ? Tu pourras choisir absolument tout ce que tu voudras, ma princesse. » Nicolas borda Manon, arrangeant les couvertures autour de son corps fragile. « Papa, tu peux me lire une histoire ?» demanda-t-elle en se calant contre l'oreiller. « Quel genre d'histoire te ferait plaisir ? Une histoire où la princesse n'est jamais toute seule. » Cette simple requête en disait si long sur le désarroi de Manon que Nicolas dut prendre un instant pour se reprendre. Il improvisa l'histoire d'une princesse intrépide qui se liait d'amitié avec des créatures magiques dans une forêt enchantée, un lieu où elle n'était jamais seule et où les festins abondaient. Manon écoutait, captivée, ses paupières s'alourdissant peu à peu. « Papa » murmura-t-elle à la fin de l'histoire. « Tu seras là à mon réveil. »« Je serai là » promit-il en l'embrassant sur le front. « Je suis là. »
Une fois Manon endormie, Nicolas descendit rejoindre Sandrine dans le salon. Elle était gracieusement installée sur le canapé en cuir italien, feuilletant un magazine de design d'intérieur. Elle avait changé de tenue et portait désormais un ensemble en soie qui soulignait sa silhouette impeccable. « Comment s'est déroulé le bain ?» Manon a été sage, demanda-t-elle sans daigner lever les yeux. « Sandrine, il faut que nous parlions. » Le ton grave de Nicolas la fit relever la tête, un sourire mécanique se dessinant sur ses lèvres. « Bien sûr, mon chéri. De quoi s'agit-il ? » De Manon. De la façon dont on la traite dans cette maison. Sandrine referma le magazine, son expression se modifiant subtilement. « Je ne vois pas où tu veux en venir. Manon est traitée comme une reine. » Comme une reine ? Elle mangeait des croquettes de chien parce qu'elle était affamée. La voix de Nicolas s'éleva, se répercutant dans le vaste salon. Sandrine soupira, comme face à un enfant capricieux. « Nicolas, mon chéri, tu dois comprendre qu'élever un enfant demande de la fermeté. Manon peut être une grande comédienne, et si nous cédons à tous ses caprices, elle deviendra tyrannique. » Des caprices ? Il s'agit de nourriture. D'un besoin vital. Nicolas faisait les 100 pas, son exaspération montant crescendo. Sandrine se leva avec grâce et s'approcha de lui, un sourire apaisant aux lèvres. « Mon amour, tu es surmené. Je sais combien ton travail est prenant. Pourquoi ne pas te détendre un peu ? Nous pourrons en reparler demain, à tête reposée. Je ne veux pas me détendre. Je veux des réponses. Pourquoi ma fille a-t-elle peur de toi ? Pourquoi me demande-t-elle si elle va de nouveau être abandonnée ? » Les questions fusaient, et Nicolas vit Sandrine reculer d'un pas, son masque de perfection se craquelant. Elle n'a pas peur de moi. Manon a simplement besoin d'un cadre. Les enfants testent constamment les limites. Est-ce que ce cadre inclut d'enfermer un enfant dans sa chambre et de le priver de nourriture ? Nicolas était sur le point de perdre tout contrôle. Sandrine sia, comme si elle réalisait que Manon avait parlé. « Je n'ai jamais. » Nicolas, tu vas croire les affabulations d'une enfant de 7 ans ? Manon a une imagination débordante. Donc tu nie l'avoir enfermée ? Tu nie l'avoir laissée sans dîner hier ? Nicolas scrutait l'expression de Sandrine, guettant le moindre signe de mensonge. Son hésitation avant de répondre fut trop longue. Parfois, des mesures éducatives sont nécessaires. Manon peut être provocante, et tu n'es pas là la plupart du temps pour t'en rendre compte. Provocante ? Elle a 7 ans. Nicolas avait l'impression de découvrir le vrai visage de Sandrine, celui qui se cachait derrière sa façade si lisse. Et même si elle était l'enfant la plus difficile qui soit, rien ne justifiait de la maltraiter. Sandrine eut un rire, mais il sonna faux et strident. Maltraité, Nicolas, comme tu y vas. Manon est bien nourrie, bien vêtue, elle ne manque de rien. Ah oui ? Alors pourquoi mangeait-elle des croquettes ? La question resta en suspens, et Nicolas vit Sandrine peiner à trouver une parade. Finalement, elle soupira et arbora une mine de martyr. Très bien, j'ai peut-être été un peu trop sévère par moments, mais c'est parce que je tiens à elle, Nicolas. Je veux qu'elle devienne une adulte responsable et disciplinée. Trop sévère ? Nicolas secoua la tête, incrédule. Sandrine, ce que tu as fait, ce n'est pas de la sévérité, c'est de la cruauté. Le mot flotta dans l'air comme une sentence. Sandrine s'approcha de lui, posant ses mains sur sa poitrine, ses yeux bleus s'emplissant de larmes qui paraissaient si réelles. Nicolas, mon amour, je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est parce que je voulais tellement être une bonne belle-mère. Parfois, j'ai l'impression que Manon me rejette, et cela me blesse. Elle te rejette parce qu'elle a peur de toi, rétorqua Nicolas en écartant doucement ses mains. Et maintenant, je sais pourquoi. Sandrine se mit à sangloter de manière théâtrale, le visage entre les mains. J'ai tant essayé d'être une mère pour elle, mais c'est si dur quand tu n'es pas là, quand je sens qu'elle me compare sans cesse au souvenir de sa mère biologique. Parfois, je perds patience. Perdre patience ne signifie pas priver un enfant de nourriture ou l'enfermer dans sa chambre. Nicolas s'éloigna d'elle, instaurant une distance physique qui symbolisait le fossé émotionnel qui se creusait entre eux. Sandrine, ça doit s'arrêter. Tout de suite. Elle le regarda à travers ses larmes, mais Nicolas décelait une lueur de calcul dans son regard. Bien sûr, mon amour, tu as raison. Je ferai plus d'efforts. Je serai plus patiente, promis.
Mais Nicolas n'accordait plus aucun crédit à ses promesses. Je crois qu'il est préférable que tu dormes dans la chambre d'amis cette nuit. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Sandrine parut sincèrement abasourdie. Nicolas, tu ne peux pas être sérieux. C'est juste un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. C'est une révélation. Il tourna les talons et monta l'escalier, la laissant seule dans le salon. Ses larmes, si bien mises en scène, séchèrent dès qu'il eut disparu. Nicolas passa une nuit blanche, oscillant entre l'envie d'aller vérifier que Manon dormait bien et la nécessité de planifier la suite. Dans son bureau, il composa le numéro de son avocat personnel, malgré l'heure tardive. « Olivier, c'est Nicolas. Je sais qu'il est tard, mais j'ai une urgence familiale. » Maître Olivier Bernard était un avocat chevronné en droit de la famille, un homme en qui Nicolas avait une confiance aveugle. « Nicolas, que se passe-t-il » La voix d'Olivier était vive, malgré l'heure. « J'ai découvert que ma femme maltraite ma fille. Je dois connaître mes options légales. » Un silence s'installa. Quel genre de maltraitance ? Privation alimentaire, séquestration, abus psychologiques. Olivier, j'ai trouvé ma fille en train de manger des croquettes pour chien, tellement elle avait faim. Grand Dieu. Nicolas, tu dois tout consigner, et tu dois protéger Manon immédiatement. Olivier était visiblement sous le choc. As-tu des preuves ? J'ai son témoignage, et je vais en chercher d'autres. Mais dis-moi, puis-je expulser Sandrine de la maison ? Puis-je protéger ma fille ? Nicolas, en matière de maltraitance sur mineurs, plusieurs options s'offrent à toi. D'abord, il faut déposer une plainte. Ensuite, tu peux demander des mesures de protection. Enfin, il faudra une expertise médicale et psychologique pour Manon. Peux-tu passer demain matin ? J'ai besoin d'une stratégie complète. Bien sûr. Et Nicolas, ne laisse sous aucun prétexte Manon seule avec Sandrine jusqu'à ce que ce soit réglé. L'urgence dans la voix d'Olivier confirmait les pires craintes de Nicolas. Après avoir raccroché, il resta assis dans l'obscurité de son bureau, digérant la manière dont sa vie avait basculé en l'espace d'un après-midi. Le lendemain matin, Nicolas se leva aux aurores et alla voir Manon. Elle dormait encore, blottie en position fétale, étreignant un vieil ours en peluche qu'il n'avait pas remarqué la veille. Le doudou était usé, rapiécé, manifestement chéri. Lorsque Manon s'éveilla et vit son père près de son lit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Papa, tu es resté ?» Elle s'assit, lui offrant son premier vrai sourire depuis son retour. « Évidemment que je suis resté, ma princesse. » « C'est une promesse, non ?» Il s'assit au bord du lit, la trouvant plus alerte. « Que dirais-tu d'un petit déjeuner rien que pour nous deux ?» Manon battit des mains, ravie. « Je peux choisir ce qu'on mange ? » Tu peux absolument tout choisir. À la cuisine, Manon demanda des crêpes au miel. Une chose simple, mais qui pour elle, était de toute évidence un luxe. Pendant que Nicolas préparait la pâte, Manon, assise sur le plan de travail, balançait ses jambes et parlait de ses dessins avec une animation nouvelle. C'était comme si la présence continue de son père avait libéré une enfant qu'il ne connaissait pas, une enfant joyeuse, loquace, pleine de vie. « Papa, je peux te montrer mon trésor ?» demanda-t-elle pendant qu'il dégustait les crêpes. « Quel trésor ?» Manon fila dans sa chambre et revint avec une petite boîte à chaussures, tirée de sous son lit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de Chloé, des galets colorés, des dessins précieux et une lettre froissée. C'est mon trésor secret. Tata Sandrine ne sait pas qu'il existe. Nicolas déplia la lettre et reconnut l'écriture de Manon. Chère maman, tu me manques tellement. Papa travaille tout le temps et Tata Sandrine ne m'aime pas. Je voudrais que tu reviennes t'occuper de moi. Je t'aime, Manon. La date était illisible, mais la lettre semblait datée de plusieurs mois. Pourquoi as-tu écrit cette lettre, ma puce ? Des fois, je suis très triste, alors je parle à maman. Je sais qu'elle ne peut pas me répondre, mais ça me fait du bien. Manon parlait avec une maturité qui serrait le cœur de Nicolas. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à gérer seule de telles émotions. Et pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais triste ? Tu étais toujours en train de travailler ou de voyager. Et Tata Sandrine disait que les filles qui embêtent leur papa avec leurs petits soucis sont privées de dessert. Maître Bernard arriva à 9 heures précises, une mallette pleine à craquer. Nicolas l'installa dans son bureau pendant que Manon regardait des dessins animés, enfin détendue,
agissant comme une enfant de son âge. Olivier, la situation est encore pire que ce que je pensais, dit Nicolas, lui exposant tous les détails et lui montrant la lettre de Manon. Nicolas, c'est extrêmement grave. Nous avons des preuves de négligence affective et physique, d'abus psychologiques et de privation de besoins fondamentaux. Olivier prenait des notes à la volée. Premièrement, Manon doit voir un pédiatre sans tarder. Deuxièmement, nous allons documenter chaque blessure et chaque signe de dénutrition. Troisièmement, tu dois enregistrer toute conversation avec Sandrine dorénavant. Puis-je la faire partir de la maison? Oui, surtout si nous obtenons une mesure de protection. Mais je dois d'abord analyser toutes les preuves. Où est Sandrine actuellement? Nicolas regarda par la fenêtre et vit la voiture de sa femme quitter le domaine. Elle vient de partir, sans doute chez le coiffeur, comme tous les jeudis. Parfait. Cela nous laisse le temps de documenter la chambre de Manon, de photographier les preuves et de monter notre dossier. Olivier se leva, prenant les choses en main avec l'efficacité de celui qui a l'habitude de ces cas. Nicolas, à compter de maintenant, Manon ne doit plus jamais rester seule avec Sandrine. C'est bien compris? Entendu, Olivier. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépendra des preuves et de la réactivité du système judiciaire. Mais avec un peu de chance, nous pourrions obtenir des mesures conservatoires dès aujourd'hui. Olivier fixa Nicolas. Es-tu prêt à ce que cette affaire soit médiatisée? Les affaires de garde, surtout quand elles impliquent des personnes de ton statut, peuvent attirer la presse. Nicolas pensa à Manon, à ses desseins, à sa faim, à sa peur. Je suis prêt à tout pour protéger ma fille. Olivier eut son premier sourire. Alors, au travail. La journée va être longue. Ils commencèrent par photographier la chambre de Manon, documentant l'ordre militaire, la froideur de la pièce, et le contraste saisissant entre le luxe de la maison et l'austérité de l'espace réservé à l'enfant. Olivier photographia aussi les dessins de la boîte, en particulier ceux exprimant la tristesse ou l'isolement. Ces dessins sont des preuves psychologiques d'une grande valeur, expliqua-t-il. Les enfants y déposent ce que les mots ne peuvent dire. Puis, ils se rendirent au cabinet du docteur. Valérie Fournier, une pédiatre experte auprès des tribunaux pour les cas de maltraitance. Manon fut d'abord craintive, mais Nicolas resta à ses côtés. La docteure fut d'une grande douceur, expliquant chaque geste et la mettant en confiance. « Ma belle, je vais te poser quelques questions, d'accord » dit le docteur Fournier en s'agenouillant devant elle. « Peux-tu me dire comment tu t'es fait ce bleu au bras » Manon chercha l'approbation de Nicolas, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Je suis tombé dans l'escalier en descendant boire la nuit. »« Et pourquoi es-tu descendu la nuit ? Il n'y avait pas d'eau dans ta chambre ?» Tata Sandrine a dit que les grandes filles n'ont pas besoin d'eau dans leur chambre car elles peuvent en renverser et abîmer les meubles qui coûtent cher. La pédiatre poursuivit son examen, consignant chaque marque, pesant et mesurant Manon, et évaluant son état nutritionnel. « Monsieur Dubois, puis-je vous parler un instant en privé » demanda-t-elle à la fin. Dans le couloir, elle alla droit au but. Cet enfant présente des signes manifestes de malnutrition chronique et de négligence. Son poids est inférieur de 15% à la norme pour son âge, et tout indique une privation alimentaire prolongée. Et les marques sur son corps? Demanda Nicolas, la gorge nouée. Certaines sont compatibles avec des chutes, mais d'autres sont difficiles à expliquer sans envisager des violences. La docteure soupira. Monsieur Dubois, je suis tenu de faire un signalement au service d'aide sociale à l'enfance, ASE. C'est mon devoir. Nicolas acquiesça. Faites absolument tout ce qui est nécessaire pour protéger ma fille. En rentrant à la propriété, une surprise attendait Nicolas. Sandrine était de retour, et elle était dans le salon avec une femme qu'il ne connaissait pas élégante, vêtue d'un tailleur pantalon, une mallette à la main. « Chérie !» s'exclama Sandrine en le voyant arriver avec Manon. « Je te présente maître Christine Lambert, mon avocate. J'ai pensé qu'il serait judicieux de discuter tous ensemble de cette situation fâcheuse. » Nicolas comprit que Sandrine avait anticipé, montant sa propre contre-offensive juridique. Maître Lambert se leva avec un sourire professionnel. « Monsieur Dubois, votre épouse m'a fait part des tensions familiales que vous traversez. Je suis convaincu que nous pouvons trouver une solution à l'amiable. » Sa voix était douce, celle d'une négociatrice habituée aux situations de crise. « Il n'y a rien à négocier à l'amiable, » rétorqua froidement Nicolas. « Il y a simplement une enfant qui a besoin d'être protégée.
Manon s'agrippa à sa jambe, visiblement intimidée. Sandrine s'approcha avec un sourire contraint. Manon, ma puce, si tu allais jouer dans ta chambre le temps que les grandes personnes discutent? Manon reste avec moi, déclara fermement Nicolas en prenant sa fille dans ses bras. Maître Lambert observa la scène avec un intérêt clinique. Monsieur Dubois, je conçois votre inquiétude, mais des accusations de maltraitance sont d'une extrême gravité et peuvent avoir des conséquences juridiques désastreuses pour toutes les personnes impliquées. Le message était clair, il ferait mieux de réfléchir à 2 fois. Les conséquences pour ma fille ont déjà été bien assez désastreuses, répliqua Nicolas. Et je ferai tout le nécessaire pour la protéger. Sandrine se mit à sangloter. Nicolas, mon amour, je sais que j'ai fait des erreurs, mais prendre des avocats, porter des accusations. Cela va anéantir notre famille. Ses larmes semblaient sincères, mais Nicolas avait appris à s'en méfier. Maître Olivier Bernard arriva à ce moment précis, jaugeant la situation d'un coup d'œil. Monsieur Dubois, je vois que nous avons de la visite. Il salua Maître Lambert avec un professionnalisme distant. Il s'était de toute évidence déjà affronté. Maître Lambert, j'en déduis que vous représentez Madame Mercier. En effet. Et j'espère que nous pourrons régler cela sans ce drame public inutile. Le seul drame ici, c'est celui d'une enfant maltraitée, coupa Maître Bernard en posant sa mallette. J'ai ici des rapports médicaux, des preuves photographiques et des témoignages qui attestent de la négligence et des abus. Maître Lambert ne se démonta pas, je suis persuadé qu'il ne s'agit que de malentendus qui peuvent être dissipés. Manon se mit à pleurer en silence dans les bras de son père, effrayé par la tension ambiante. Vous êtes tous en train de terroriser ma fille, dit-il en se dirigeant vers l'escalier. Cette discussion est terminée pour le moment. Elle ne se tiendra pas en sa présence. Sandrine tenta de le retenir. Nicolas, s'il te plaît, parlons-en. Tu en as déjà bien assez dit, répondit-il en montant avec Manon. Dans la chambre de sa fille, Nicolas la calma en lui chantant une berceuse que Chloé aimait. Papa, pourquoi tata Sandrine a amené cette dame, demanda Manon une fois ses pleurs calmés. Parfois, les adultes ont besoin d'aide pour régler des problèmes compliqués, expliqua-t-il avec prudence. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Papa s'occupe de tout. Est-ce que tata Sandrine va partir pour de bon? La question était un mélange d'espoir et de crainte qui déchira Nicolas. Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Parce que quand elle est là, j'ai peur, et quand tu n'es pas là, elle est méchante avec moi. L'honnêteté crue de Manon balaya les derniers doutes de Nicolas. Manon, si je pouvais faire en sorte que tata Sandrine s'en aille, tu serais plus heureuse. Elle acquiesça avec vigueur. Mais alors, qui s'occupera de moi quand tu devras travailler? Papa trouvera quelqu'un de très gentil pour s'occuper de toi. Quelqu'un qui adore les enfants et qui sera ton ami. Les yeux de Manon s'agrandirent. Une vraie amie qui ne se fâchera pas si je renverse de l'eau? Une amie qui t'aidera à nettoyer si tu renverses quelque chose, et qui ne te laissera plus jamais avoir faim. Nicolas la serra contre lui. Je suis là, ma princesse, et cette fois, je vais tout faire comme il faut. Promis. Je suis là, répéta-t-il, ces mots devenant un mantra. En bas, la joute verbale continuait. Maître Bernard exposait méthodiquement les preuves, tandis que Maître Lambert s'efforçait de les minimiser. Les hématomes peuvent avoir des causes accidentelles, plaidait-elle. Les enfants se blessent. Et la malnutrition? Et le témoignage de l'enfant, rétorqua Maître Bernard. Les témoignages d'enfants sont notoirement fragiles, affirma Maître Lambert. Quant à l'alimentation, Manon est peut-être simplement une enfant difficile. Sandrine opina vigoureusement. Elle a toujours été capricieuse à table. J'ai tout essayé pour la nourrir correctement. Sa comédie était bien rodée, mais Maître Bernard en avait vu d'autres. Maître Lambert, j'ai ici une demande de mesure de protection qui sera soumise au juge dès aujourd'hui, annonça-t-il en sortant des documents de sa mallette, ainsi qu'une demande d'éloignement de Madame Mercier du domicile familial. Sandrine blêmit, comprenant enfin que Nicolas ne bluffait pas, vous ne pouvez pas me mettre à la porte de ma propre maison. C'est la maison de Monsieur Dubois, et il a le droit de protéger sa fille, répondit calmement Maître Bernard. Vous pourrez contester, bien sûr, mais en attendant, vous ne pouvez pas rester sous le même toit que l'enfant. Maître Lambert glissa quelques mots à l'oreille de Sandrine, qui se leva d'un bond. Très bien. Si c'est le jeu que vous voulez jouer, alors jouons. Sandrine gravit les escaliers 4 à 4 et entra dans la chambre principale pour faire ses valises.
Nicolas la suivit pour s'assurer qu'elle n'approcherait pas de Manon. J'espère que tu mesures la portée de tes actes, Nicolas, lança-t-elle en jetant des vêtements dans une valise. Tu es en train de détruire notre famille pour les caprices d'une gamine manipulatrice. Manipulatrice? Elle a 7 ans. Nicolas ne put contenir son indignation. La seule manipulatrice que je vois ici, c'est toi. Sandrine cessa de faire sa valise et le foudroya du regard, avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. Tu crois connaître ta fille? Elle est comme sa mère, faible, géniarde, toujours à se poser en victime. J'ai essayé de l'endurcir. En l'affamant? En l'enfermant? Le masque de Sandrine tomba complètement. C'est de la discipline, Nicolas. Une notion qui t'est clairement étrangère, puisque tu n'as jamais été là pour éduquer ta propre fille. Sa voix suintait le venin. Tu travailles 16 heures par jour, tu voyages 3 semaines par mois, et maintenant tu joues les pères modèles. Tu as raison sur un point. J'ai été un père défaillant. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Nicolas la regarda continuer ses bagages, chaque geste dévoilant un peu plus la cruauté qui se cachait derrière la façade parfaite. Et si tu crois t'en tirer à si bon compte, tu te trompes lourdement. Des conséquences? Sandrine eut un rire sec. Nicolas, tu oublies à qui tu as affaire. J'ai des amis puissants, des contacts dans les médias, d'excellents avocats. Je peux ruiner ta réputation et ton entreprise en quelques coups de fil. Elle claqua sa valise. Quant à ta précieuse Manon, eh bien, les enfants sont si fragiles psychologiquement. Qui sait ce qu'elle pourrait raconter sous pression? La menace à peine voilée fit faire un pas à Nicolas. Si tu touches à un cheveu de Manon, je te jure que... Que quoi? Tu vas me frapper devant les avocats? Sandrine eut un sourire mauvais. Fais-le, je t'en prie. Ce serait la preuve parfaite que tu es un homme violent, inapte à élever un enfant. Nicolas se retint, voyant le piège. Tu avais tout manigancé, n'est-ce pas? Le mariage, les mauvais traitements, et même ce départ théâtral. Évidemment. Tu crois que j'aurais épousé un bourreau de travail et sa fille à problème par amour? Sandrine rit encore. Nicolas, tu es riche, respectable et pratique. Rien de plus. Et Manon, qu'était-elle pour toi? La question était un murmure d'horreur. Un fardeau, répondit froidement Sandrine. Le souvenir vivant de ta première femme, qui me rappelait constamment que je n'étais que la seconde. J'ai essayé de la rendre moins agaçante, mais elle est aussi têtue que sa mère. Ces mots étaient des poignards, révélant la profondeur de sa cruauté. Sors de chez moi. Immédiatement. Nicolas lui ouvrit la porte de la chambre. Avec grand plaisir. Mais ce n'est pas terminé, Nicolas. Quand j'en aurai fini avec toi, tu me supplieras de revenir. Sandrine empoigna ses valises et descendit l'escalier avec la dignité affectée d'une reine détrônée. Maître Bernard et Maître Lambert l'observèrent partir. Mes clients contesteront l'ensemble de ces allégations, déclara Maître Lambert avant de lui emboîter le pas, et en formuleront de nouvelles. La menace plana alors que les deux femmes quittaient la demeure. Nicolas s'effondra sur le canapé, le poids de la situation s'abattant sur lui. Olivier, dans quel engrenage suis-je tombé? Maître Bernard rangea ses documents avec calme. Nicolas, tu as pris la bonne décision, mais prépare-toi. Sandrine va se défendre, et ça risque d'être sale. À quel point? Elle peut prétendre que tu es un père absent et incapable, que Manon affabule pour attirer l'attention, que tu es en pleine dépression. Nos preuves sont solides, mais elle tentera de les démolir. Maître Bernard se leva. Nicolas, je vais contacter d'autres personnes ayant côtoyé Manon, professeurs, médecins, anciens employés. Quelqu'un d'autre a forcément vu quelque chose. À cet instant, Manon dévala les escaliers. Papa, elle est où, tata Sandrine? Elle a dû s'absenter, ma puce. Elle va rester absente un bon moment. Manon s'arrêta, assimilant l'information. Puis, à la stupéfaction de Nicolas, elle sourit. Le premier sourire réellement radieux qu'il voyait sur son visage depuis son retour. Elle va revenir? Demanda-t-elle d'un souffle. Pas si je peux l'en empêcher, répondit honnêtement Nicolas. Manon se jeta dans ses bras, le serrant avec une force qu'il ne lui soupçonnait pas. Merci, papa. Merci de me protéger. Ces simples mots furent la confirmation qu'il faisait le bon choix, peu importaient les conséquences.
Maître Bernard assista à la scène avec un sourire. Nicolas, je vous laisse profiter de votre fin de journée, mais demain, le travail sérieux commence. Il me faut une liste de tous les employés des 2 dernières années, tous les médecins de Manon, ses professeurs, quiconque pourrait détenir une information. Après le départ de l'avocat, Nicolas et Manon se retrouvèrent enfin seuls dans l'immense maison, pour la première fois depuis des années. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, maintenant, ma princesse ?» demanda-t-il. Manon réfléchit. « Est-ce que je peux dessiner sans avoir peur de salir ? » Tu peux dessiner où tu veux, comme tu veux. Même par terre. Si tu veux dessiner par terre, on ira acheter de très grandes feuilles. Manon courut chercher ses crayons, revenant avec un enthousiasme que Nicolas ne lui avait pas vu depuis une éternité. Elle s'installa à même le sol du salon et commença à dessiner une maison entourée d'un jardin fleuri. « C'est notre nouvelle maison, papa. Sans tata Sandrine, juste toi et moi. » Sur le dessin, un grand homme tenait la main d'une petite fille. Tous deux souriaient. « Et qu'est-ce qu'on fera dans cette nouvelle maison ?» demanda Nicolas en s'allongeant à côté d'elle. « On fera la cuisine ensemble, on regardera des films, tu me liras des histoires pour m'endormir, et je n'aurai plus jamais peur. » Manon ajouta un chien au dessin. « C'était Max, et on jouera dans le jardin avec Max, et il aura le droit de dormir dans ma chambre s'il veut. » Nicolas regarda sa fille dessiner, la voyant s'épanouir maintenant qu'elle se sentait en sécurité. « Manon, je peux te poser une question ?» Elle acquiesça, sans cesser de colorier. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé du comportement de tata Sandrine ?» Manon s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Elle m'a dit que si je le faisais, tu te mettrais en colère et que tu m'enverrais à l'orphelinat. Et j'avais peur que ce soit vrai. Ma puce, jamais, au grand jamais, je ne ferai une chose pareille. Tu es la chose la plus importante de ma vie. » Nicolas se tourna vers elle. « Et si quelqu'un te dit le contraire, cette personne ment. » Manon le sonda du regard, cherchant la sincérité. « Tu le promets ? » »« Je le promets. »« Et tu sais quoi ? À partir de maintenant, je vais travailler moins pour être plus souvent avec toi. »« Vraiment ? » Les yeux de Manon pétillèrent. « On pourra aller au parc. Ça fait si longtemps. On ira où tu veux. Et on pourra même inviter tes copains de l'école. » Manon se tut un instant. « Je n'ai pas beaucoup de copains à l'école. »« Pourquoi donc ? » Tata Sandrine ne voulait jamais que j'invite qui que ce soit à la maison. Elle disait que les enfants font du bazar et cassent les objets de valeur. Nicolas sentit une nouvelle vague de colère et de culpabilité. Combien de joies simples de l'enfance Manon avait-elle manqué à cause de la cruauté de Sandrine et de sa propre absence ? Eh bien, ça va changer. On va t'organiser une grande fête d'anniversaire avec toute ta classe. Mon anniversaire est déjà passé, dit Manon tout bas. C'était quand ? Le mois dernier. Tata Sandrine a dit que les filles de 7 ans sont trop grandes pour les goûters d'anniversaire. Nicolas ferma les yeux, encaissant le poids de cette nouvelle défaillance. Il avait raté l'anniversaire de sa propre fille. Alors, on fera 2 fêtes. Une pour ton anniversaire en retard, et une autre pour célébrer notre nouvelle vie. Manon tapa dans ses mains, surexcitée. Je pourrais choisir le thème ? Tu pourras tout choisir. Le thème, le gâteau, les jeux, absolument tout. Ils passèrent le reste de l'après-midi à dessiner et à bavarder. Nicolas découvrait des facettes de la personnalité de Manon qu'il ignorait, des traits de caractère qui avaient été étouffés pendant des années. Elle était vive, drôle, créative, et curieuse de tout. Comment avait-il pu passer tant de temps sans vraiment connaître sa propre enfant ? Pour le dîner, Nicolas emmena Manon à la cuisine et ils préparèrent le repas ensemble. Rien de très élaboré, juste des pâtes au coulis de tomates et au fromage. Mais pour Manon, c'était un festin de roi. « Papa, je pourrais aider à cuisiner tous les jours ?» demanda-t-elle en remuant la sauce avec application. « Bien sûr. Et tu pourras même choisir le menu. Même de la glace au petit déjeuner » testa-t-elle avec un sourire malicieux. Nicolas éclata de rire. Son premier vrai rire depuis des mois. « Bon, peut-être que la glace au petit déjeuner sera réservée aux week-ends très spéciaux. » Manon rit à son tour, et sa joie emplit la cuisine d'une chaleur qui lui avait longtemps fait défaut. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé pour regarder un dessin animé. Manon se blottit contre son père, serrant son vieux doudou. « Papa,
Comment il s'appelle ? Demanda Nicolas en désignant la peluche. Nuno. C'est maman qui me l'a offert quand j'étais bébé. L'ours était très abîmé, signe de son importance. Tata Sandrine disait toujours que les grandes filles n'ont pas besoin de doudou, mais je n'arrivais pas à m'endormir sans Nuno. Tu as bien fait de ne pas l'écouter. Nuno a l'air d'être un ami formidable. Nicolas caressa la tête de l'ourson, remarquant qu'il avait été rapiécé avec soin à plusieurs reprises. Qui a recousu Nuno pour toi? C'est moi. J'ai appris en regardant des tutos sur l'ordinateur de l'école. Madame Catherine Bernard me laissait parfois l'utiliser après les cours. L'évocation de l'enseignante donna une idée à Nicolas. Manon, elle est gentille, Madame Bernard? C'est la personne la plus gentille de la Terre. Elle me demande toujours si ça va, et elle me laisse aller à la bibliothèque pendant la récré, quand je n'ai pas envie de jouer dehors. Pourquoi n'as-tu pas envie de jouer dehors? Manon haussa les épaules. Parfois je suis trop fatigué, et les autres courent partout, je n'arrive pas à suivre. Nicolas nota mentalement de contacter Madame Bernard. Si quelqu'un avait perçu que quelque chose clochait, c'était bien elle. Elle serait un témoin crucial. Et si on invitait Madame Bernard à goûter à la maison un de ces quatre? Manon s'illumina. Elle viendrait pour de vrai? J'en suis certain. Et peut-être qu'elle pourra nous aider à organiser ta fête. Au moment de se coucher, Manon hésita sur le seuil de sa chambre. Papa, tu peux dormir ici avec moi ce soir? J'ai encore un peu peur la nuit. Bien sûr, ma princesse. Je vais chercher un coussin. Nicolas s'installa par terre, sur un matelas improvisé à côté du lit de Manon, qui parut aussitôt rassuré. Papa, je peux te dire un secret? Chuchota-t-elle dans l'obscurité. Vas-y, parfois, quand tu étais en voyage, je faisais comme si tu étais là. Je te parlais dans le noir et j'imaginais ce que tu me répondais. Cet aveu déchira le cœur de Nicolas. Et que répondais-je? Tu disais que tu m'aimais, que tu rentrerais vite et que tu ne me laisserais plus jamais toute seule. Eh bien, maintenant, c'est la vérité. Je t'aime plus que tout et je ne te laisserai plus jamais seule. Nicolas tendit le bras et prit la petite main de Manon. Je suis là, ma princesse. Je suis là. Ces deux mots devinrent son serment sacré, la promesse d'une protection et d'un amour inconditionnel. Manon s'endormit en tenant la main de son père, se sentant, pour la première fois depuis des années, véritablement en sécurité et aimée.